1er mai 1985. La vie, entre guillemets, cela veut dire beaucoup de fibres, beaucoup de cordes, comme une harpe qui vibre sans cesse et s'enfonce si profond dans des vies disparues. C'est cela la difficulté centrale. Le premier appareillage de perception et d'enregistrement des expériences désastreuses de la vie. Les autres se sont envolés, sans trace. Ce sont toutes les notes de désastre. Le désastre des majuscules, c'est le fond de toutes les notes. C'est là, en italique, que quelque chose s'est tordu, perverti et perpétué. Le moindre souffle du vent, le plus léger contact vibre sur ses cordes et remonte jusqu'à Thèbes ou plus loin. Un plus loin chargé de tous les désastres, qui est probablement toujours le même. Il faudrait remonter jusqu'aux aminoacides. Alors, on a toujours mal d'un mal disparu. C'est peut-être ce que les Indiens appellent le karma, mais le karma a 4 milliards d'années. N'est-ce pas? Par exemple, j'ai rencontré la Gestapo chez beaucoup d'êtres inattendus et qui n'avaient rien à voir avec cette sinistre histoire, mais j'ai, en italique, reconnu la note. J'avais touché cette note et je la reconnais partout où elle se trouve, sous n'importe quel déguisement et avec n'importe quel accompagnement, entre guillemets. Ce sont des notes en lettres capitales. Une fois qu'on a touché la note, elle vibre ou continue d'être toujours. On a touché beaucoup de notes à travers les vies et on les reconnaît et elles font mal. Et alors, il y a des notes qui ont une telle intensité. Pour la plupart des gens, c'est une espèce de cacophonie indistincte, comme une rame de métro qui passe, et il faut taper fort pour qu'ils s'en aperçoivent. Mais il y a des oreilles plus fines ou des claviers plus étendus. Il y a de très vieux claviers qui ont à peu près toutes les notes. Je suis en plein dans ce concerto maléfique, là où les notes s'engrènent dans la matière. PS, c'est tout à fait comme les dents dans la mâchoire. On ne s'aperçoit pas qu'elles sont si bien plantées jusqu'à ce qu'on vous les arrache. Il faut que le grand cercueil soit complètement brûlé. Quelquefois, j'ai une vague intuition de pourquoi la maladie nazie s'est manifestée dans le pays des plus grands musiciens. Et pourquoi les Japonais, ces gens qui ont un si grand raffinement de la beauté, à Mukden, faisaient des injections de typhus à leurs prisonniers. Quand on sait ce qu'est le typhus, c'est atroce. Article de journal, fin tragique d'une baleine, Bombay, 29 avril. Un géant de la mer est mort dans un village inconnu du Gujarat en gémissant comme un enfant. C'était une baleine de 17 mètres de long qui a rendu son dernier soupir après avoir avalé des containers de chaux lancés par l'équipage paniqué d'un petit navire à moteur qu'elle poursuivait, a expliqué à PTI Mr. Gogate, un taxidermiste réputé de Baroda. En réaction avec l'eau, la chaux a dû entrer en ébullition à l'intérieur du corps de la baleine, rendant sa nage difficile. L'énorme mammifère, échoué sur la plage d'un village du district de Bharuch il y a 3 mois environ, a littéralement pleuré pendant 2 heures, souffrant de douleurs atroces,
jusqu'à ce que la mort vienne l'en délivrer. Où est la Gestapo? 2 mai 1985. C'est une rage dans les moindres détails de la matière. Oui, chacune des particules de la grande vague, la micro-Gestapo. Le mécanisme est vu, vécu, connu maintenant. Il faut subir et tenir. C'est comme si j'avais touché le grand diable, D majuscule. Après tout, c'est une grâce d'avoir mis à nu cet horrible mécanisme. Maintenant, on va peut-être pouvoir le faire passer au feu en toute connaissance de cause. Il y aura peut-être des secousses. Il y a toi. Après-midi. Les choses sont en train de se faire. En train en italique. Soir. Pour que les choses puissent se produire, il faut une conjonction. Une conjonction est faite de milliers d'éléments que nous ne connaissons pas et qui, tous et chacun, doivent arriver au point voulu. C'est comme les planètes qui se baladent et puis de loin en loin, de temps en temps, il y a une conjonction. Quand le moment de la conjonction C majuscule arrive, en une seconde, c'est fait en italique. Mais on peut aussi, localement, par la pression des microscopiques circonstances, mesurer l'approche de la conjonction C majuscule. Et quelquefois, en un point, on peut lire le tout, parce que tout est en chaque point. Si ce seul point dans cette chambre peut changer, tout le reste en est affecté. 3 mai 1985. C'est toute la mort qui est en train de brûler, tout ce qu'elle a édifié dans un corps animal depuis que les cellules existent. Peut-être qu'un jour la bouilloire, B majuscule, deviendra tout à fait naturelle, aussi naturelle que le soleil levant. Alors ce sera une autre vie. Et peut-être que tout sera pareil. 3 points d'exclamation. 2. Tout de même, peut-être que la bouilloire naturelle ne va pas tolérer longtemps la multiplication des petits égaux non humains. Ce sont eux qui vont cesser d'être naturels, entre guillemets. Point d'exclamation. Soir. J'ai subitement une sorte d'impression ou d'intuition qui ne repose sur rien sinon sur une perception tâtonnante que Sri Aurobindo a creusé plus profond que les rishis védiques et touché une couche fondamentale qu'ils n'avaient pas atteinte. Dans tous leurs hymnes, il y a quelque chose qui manque, qui ne dit pas justement ce qui se passe en ce moment, comme s'il s'était arrêté au niveau du subconscient vital. Mais je n'en sais rien vraiment. Oui, dig deeper, creuse plus profond, dit Sri Aurobindo dans A God's Labor. Et je crois bien que ce deeper, c'est la couche du fond, là où la bouilloire B majuscule entre en action. Il connaissait les mighty waters, les eaux puissantes, mais pas cette bouilloire-là, semble-t-il. En fait, je suis sûr, mais cela ne s'énonce pas en équations indubitables. Les équations, c'est pour plus tard. J'ai eu tout d'un coup l'impression, il y a 2 ou 3 jours, que la Terre était dans une telle contradiction, une telle impasse, en italique, humaine, qu'il suffirait de très peu de choses pour que les barrières tombent. C'est le petit dessin de ma douce qui me fait noter cela. Ils sont tous en quête de miracles truqués. Quand le vrai, simple, surviendra,
3 points de suspension. 4 mai 1985. Note de X. Le garde forestier est passé. En fait, il faudrait déplacer la clôture sur toute la ligne. Notre lieu est attaqué de 3 côtés à la fois. À l'est, par l'incendie d'il y a quelques semaines. Au sud, par les gens du champ de thé qui font des menaces et du chantage. Et maintenant, au nord, par les soi-disant gardes forestiers corrompus qui veulent de l'argent et qui veulent nous faire déplacer toute la clôture que nous avons été obligés de mettre pour nous protéger des déprédations du village plus bas. Qu'est-ce que cela veut dire? On dirait qu'ils se sont tous donné le mot. On m'a montré mes valises orange à la porte. Elle est où? Je ne suis pas inquiet, je suis perplexe. De toute façon, si l'on doit partir, c'est que Sri Aurobindo et Mère ont un plan et que c'est le mieux possible pour le travail. 5 mai 1985. J'ai fait le tour de la clôture. Tout ce qui est à l'intérieur de notre clôture est vert et pousse. Et juste à la limite, tout est rongé comme par des rats. Ils veulent tout ronger. C'est la loi, entre guillemets. Il y a 40 ans aujourd'hui, je m'imaginais que je sortais des camps de concentration. Je sortais d'un hangar plein de poux et j'avais le typhus. Ô Seigneur, toi tu sais, toi tu sais. On voudrait tellement extirper cette horreur, H majuscule, d'au moins un coin de cette matière humaine, un coin à toi purement. Un coin où tu puisses débarquer et reconquérir la lumière de la terre, la vérité de la terre, la beauté de la terre. Tout devient tellement poignant. Midi. Vision. Cette nuit, j'ai fait un rêve symbolique dont le sens me semble clair. C'était comme un hôtel. J'entrais dans une chambre et le locataire précédent avait laissé toutes sortes de choses. Il y avait une sorte de garde-manger, je crois bien, et au milieu de choses obscures et indiscernables, il y avait quelques morceaux de sucre et des restants de nourriture qui me semblaient encore bons. Il y avait aussi, bizarrement, un rameau, une petite branche, tout noir comme du charbon et sec, avec quelques graines toutes noires qui pendaient. Je voulais ramasser les morceaux de sucre et les restants bons et les donner à la maîtresse de maison ou à la gérante de l'hôtel. Je me disais, il ne faut pas laisser perdre ça, il ne faut pas gâcher ça. Cela me souciait, ou c'était mon souci. Je me vois encore ramassant les morceaux de sucre. Je crois bien que le locataire précédent, c'était le locataire humain. Mais cette vilaine branche noire, avec ses fruits, entre guillemets, noirs. Je ramassais les restants. Si l'on attend encore trop longtemps, tout sera pourri. Ce qui n'était pas clair, c'est si j'entrais dans cette chambre ou si j'en sortais. Après-midi, c'est presque une torture. On sent que tout le corps va s'atomiser. Mais il sait que c'est toi. Il appelle la victoire divine sur la terre. Soir. Ce 5 mai a toujours, en italique, été une fausse libération pour moi. Un 8 mai, je suis devenue sanyasine et j'ai tout brûlé. Mais c'était aussi une fausse libération. Un 14 mai, j'ai commencé ce yoga de la matière. Il faut que la terre soit libérée et il n'y a pas d'autre libération.
6 mai 1985. Je vois à nu sur quoi repose la vie humaine et la source de sa perversion malheureuse. Soir, je suis en train de subir une opération que je ne comprends pas. Comment le corps ne s'atomise-t-il pas? Comment peut-il supporter une puissance P majuscule pareille? Comment le cœur et la vie continuent-ils dans ces conditions? C'est incompréhensible. C'est en dehors de toutes les conditions humaines. Et pourtant, un corps humain le supporte et le vit. Alors, c'est comme s'il y avait un autre corps et une autre matière à l'intérieur de cette carapace physiologique et médicale. Mais comment la vieille carapace supporte-t-elle ça? Ou bien toute sa médecine et sa physiologie et ses lois sont mensongères, illusoires, fausses, ou bien logiquement, entre guillemets, il devrait éclater et en mourir. C'est un étonnement qui voisine le miracle. Je ne m'étonne pas de l'autre puissance ni de l'autre matière, mais je m'étonne que la vieille carapace ne se dissolve pas. Est-ce que l'autre matière, entre guillemets, ce n'est pas la même matière, mais dépouillée de ses conventions physiologiques, médicales, légales et évolutives, enfin, tout le système, entre guillemets, tel que nous le comprenons. Nous le comprenons comme cela et nous le vivons comme cela, mais la réalité est autre. La carapace, c'est ce que nous comprenons. C'est le cercueil qui brûle. Il n'y a pas de cercueil. C'est le cercueil physiologique et médical et scientifique de notre compréhension, en italique. Le poisson aussi avait sa manière de compréhension. Une mutation dans une espèce, c'est quand il y a un trou dans sa compréhension. Point d'exclamation entre parenthèses. Le nouveau se faufile par le trou. La compréhension dans une espèce donnée se situe là où l'habitude de vie présente s'engraine dans la matière. Ce sont des habitudes figées. D'ordinaire, le trou dans la compréhension ou dans l'habitude se fait sous la pression de circonstances contraires ou difficiles, mais il peut se faire volontairement, si l'on n'est pas pris au piège scientifique. Il fallait seulement quelqu'un pour faire le premier trou, point d'exclamation entre parenthèses, et s'apercevoir que l'on n'en meurt pas, point d'exclamation. Tout ce que je sais, c'est qu'aux confins de la vie et de la matière, quelque chose est en train de brûler si puissamment que l'on sent, on a la sensation que tout va s'atomiser. Et ce quelque chose, c'est peut-être l'habitude de mourir. Et c'est là où l'on arrive à la réalité de la matière. La mort recouvre la réalité de la matière. 7 mai 1985, c'est comme si cette matière, ce corps, devenait autre, en lettres majuscules, 2 points d'exclamation. Matériellement autre, substantiellement autre, point d'exclamation. Il y a tout d'un coup un passage, et puis c'est autre, en lettres capitales. Un passage qui n'est pas plus explicable qu'un sourire. Dans la forêt. C'est-à-dire qu'on subit. Le corps subit cette formidable bouilloire. Et puis tout d'un coup, c'est très léger, ce n'est plus on subit, ni le corps subit, c'est autre chose.
C'est comme quelqu'un d'autre ou comme un autre corps ou une autre matière pour laquelle il n'y a plus de subir. C'est comme une barrière impossible qui est franchie, comme cela, comme dans un sourire. Mais je ne sais pas ce que c'est. Cela devient autre. Matériellement, en italique, autre. Dans la simplicité enfantine du cœur, je dirais, mère se matérialise. Mais je ne sais pas, je ne sais rien. Pourtant, c'est comme si le corps savait. Et alors, il n'y a plus du tout d'impossible. La matière n'est pas scientifique. Point d'exclamation entre parenthèses. Oui, c'est peut-être la croûte scientifique de la matière qui tombe. C'est notre matérialisme inné qui tombe. Le je sens, je vis, je suis, dans certaines conditions bien connues, si connues qu'elles sont comme l'air qu'on respire. Et puis, ce n'est plus pareil. Mais je ne saurais pas dire ce qui n'est plus pareil. C'est inconnu, c'est une barrière inconnue. Ce n'est pas ma vieille matière qui va là, c'est une autre matière. Ou bien on passe dans une autre matière. Même pas on passe, parce que qu'est-ce qui passe? Ça devient autre en lettres capitales. Une transmatérialisation. Je parle peut-être comme le bâton brisé qui s'étonne de n'être pas brisé. Il se dit, voyons, est-ce que je suis un autre bâton? Ou est-ce un autre bâton? Pourtant, je suis le même. Et le passage, entre guillemets, est aussi fin et inexplicable que de traverser la surface de l'eau. 8 mai 1985, vision. C'est tellement fou, vraiment fou, que je ne sais pas si je dois le noter, mais ce matin même, de bonne heure, juste avant de me réveiller, j'ai vu quelque chose de tellement étrange ou fou. Tout d'un coup, j'ai vu un minuscule bébé, presque un fœtus, allongé par terre, la tête pendante au bord d'un quai. Alors j'appelai ma mère, entre guillemets, pour le tirer de là ou lui demander comment il se faisait qu'on laissait ce bébé comme cela, la tête pendante au bord du quai. S'il avait fait le moindre mouvement, il serait tombé. C'était un minuscule bébé. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu de bébé à la naissance, mais il n'avait guère plus de 30 centimètres de long. Mais il était tout formé, normal, avec ses minuscules mains fermées, comme un bébé qui dort, et sa tête parfaitement formée, qui pendait au bord du quai. Mais il avait une couleur de cire, tout à fait blanc-blanc, pas rose comme les bébés. Il ne bougeait absolument pas, tranquille comme s'il dormait. Puis, mais alors, c'est tout à fait fou, subitement, je me trouvais, moi, par terre, allongé au bord du quai, et j'appelais Sujata parce que j'allais glisser dans le vide et j'étais comme quelqu'un dans un sommeil profond ou en transe qui n'arrive pas à bouger, et j'appelais Sujata pour me tirer parce que je sentais que je glissais sans pouvoir bouger. 2 points d'exclamation. Note de bas de page, j'étais vêtue de ma cape bleu-noir. C'est fou. Et c'était le bord d'un quai comme dans un port. Je reconnais bien ces grosses dalles comme celles d'un port breton. C'était un port. Mais je ne voyais rien d'autre que ce minuscule bébé, presque un fœtus, tout blanc et immobile, la tête pendante au bord du quai, et c'était dangereux. Il pouvait glisser, et je me disais, ou je disais à ma mère, pourquoi laisse-t-on ce bébé comme cela? Et je le tirais de là, ou ma mère le tirait de là. C'est fou. Note de bas de page. Je me souviens de cette vision du 1er avril, la voix de ma mère, entre guillemets. Tu fais attendre le bébé. L'être nouveau qui débarque. Mais c'est fou.
Pourtant, je ne déménage pas, entre guillemets. Je me sens normal et dans mon bon sens. Ce qui m'étonnait surtout, c'était la position dangereuse de ce bébé, la tête pendante au bord du quai, et puis sa minuscule taille. Je ne sais pas plus de 25 à 30 centimètres, comme une poupée, mais parfaitement formé et tout blanc. Je me sens encore complètement sidéré par ce que j'ai vu, et je veux le noter tout de suite. C'est drôle comme je me sens sidéré, vraiment comme si j'avais vu ou vécu quelque chose de tout à fait sidérant. Encore une heure après, je me sens secoué. Après-midi. Il n'y a pas de mort, il y a toi. Cet après-midi, j'ai pu mesurer exactement le phénomène. Le corps était dans cette bouilloire et il s'offrait, en italique, de tout son cœur. Et il se donnait, en italique, de tout son être, comme s'il disait à Mère, « Je te donne tout pour que toi, tu sois. Je te donne ma vie, mon souffle, mon corps, pour que toi, tu sois. Pour que ce soit la victoire divine sur la terre. » C'était comme un bûcher de soi, une offrande, un sacrifice, un don total, D-T majuscule, dans une soif que ce soit le changement, la victoire de Mère sur la terre, V majuscule. Et tout le temps, c'est-à-dire pendant 1h15, je sentais que derrière cette prière, ce don, cette offrande totale, il y avait quelque chose qui surmontait la mort. Oui, je suis prêt à tout, même à mourir. Et alors soudain, au bout d'1h15, il y a eu comme un renversement dans le corps, mais en lettres capitales, il n'y a pas de mort, il y a toi. Et c'était comme la traversée des eaux. Tout était pareil. La bouilloire était pareille, la formidable intensité était pareille, mais ce n'était plus la même chose. Ce n'était plus une aspiration, en italique, sur un fond de mort. La mort n'existait pas. Il n'y avait pas à offrir sa vie. Il n'y avait pas à être prêt à tout. Tout cela, c'était l'effort, la prière pour surmonter quelque chose qui n'existait pas, en italique. Et alors, dans cette bouilloire, pareil, en italique, ce n'était plus la même chose. C'était la paix, P majuscule, la tranquillité, T majuscule, c'était toi. Alors j'ai compris que c'était le fond de mort dans les cellules du corps qui brûlait, se dissolvait et pfiou, on est à la surface. Il n'y a pas de mort, ça n'existe pas. Et tout est pareil dans cette bouilloire, mais tout est changé. Partout, dans ces myriades de cellules, c'était une intensité de prière et de dons et d'offrandes, en italique, pour surmonter la mort. Et tout d'un coup, il n'y a pas de mort à surmonter. Ça n'existe pas. Et c'est comme un coup de talon au fond des eaux, on émerge. Tout est pareil, mais il n'y a plus la mort. C'est un miracle inexplicable dans tout le corps. Tout se renverse sans savoir comment. On franchit une barrière invisible et puis... Mais il n'y a pas de mort. Il y a toi. C'est vécu, en lettres capitales, vécu. Et vécu dans des milliards de cellules à la fois,
comme quelque chose qui se décroche. C'est la mort, M majuscule, qui se décroche. Oui, c'est le bâton brisé qui sort de l'eau et se retrouve droit, tout simplement. Mais c'est à vivre, en italique. Ou plutôt, c'est à mourir. Il faut mourir à la mort. C'est ça que Mère voulait dire. On meurt à la mort et puis ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y a donc à surmonter? Qu'est-ce qu'il y a donc à offrir? Qu'est-ce qu'il y a donc à sacrifier? C'est la mort qu'on sacrifie. C'était comme le jour où j'ai fait le bûcher du Sannyasin et je jetai ma vie dans le bûcher ce 8 mai 1958. Et pareillement, aujourd'hui, ce 8 mai 1985, je me jetais dans le bûcher avec tout mon corps. Et puis c'était la mort que je jetais dans le bûcher, pas ma vie. Est-ce qu'on comprend? C'est la mort de la mort dans les cellules du corps. C'est le cercueil qui brûle. Dans la forêt. Pendant 1h15, j'étais dans le sacrifice de la vie, et puis tout d'un coup, c'était le sacrifice de la mort. Je n'en reviens pas. 85 est exactement l'inverse de 58. Note de bas de page. 8 mai 58, je suis devenu Sannyasin. 5 mai 45, libération. 25 mai 59, ma douce. 19 mai 73, dernière entrevue avec Mère. 14 mai 82, on va essayer. Ce mois de mai, des grands tournants. C'est tout à fait renversant. Et c'est cette sensation indicible et simultanée dans des milliards de cellules de quelque chose qui se décroche. Vraiment comme des tiques pleines de sang qui se décrochent. Tous les bugs de la mort, M majuscule. Cela a l'air d'une expérience très centrale, si elle dure. Est-ce cela le bébé qui débarque? C'est ce qui reste dedans quand le cercueil a brûlé. Soir. Un détail tout de même très curieux, c'est que j'apprends aujourd'hui, ce soir même, via USA, que mon éditeur Robert Laffont a fait le premier versement de mon Sannyasin libéré d'Europresse. Il y a d'étranges recoupements et des précisions extratemporelles, entre guillemets, d'une minutie un peu vertigineuse. Comme si les routes en dehors du temps croisaient les routes du temps à la minute exacte. Qu'en dit le mathématicien? Le monde est une perpétuelle coïncidence de routes qui nous échappent. L'Inde fête le centenaire du Congrès et selon eux, la nouvelle histoire, c'est M. Pandit Nehru qui a parlé pour la première fois de l'indépendance de l'Inde en 1927. Sri Aurobindo n'existe pas. L'Inde est un grand scandale rongé par les termites. Article de Hindu, 7 mai. Inaugurant l'éclatante cérémonie du centenaire du Parti du Congrès, dans le vaste stade climatisé construit pour les Jeux asiatiques en 1982, le président du parti et Premier ministre, M. Rajiv Gandhi, a dit « Je suis très fier d'être associé aux célébrations du centenaire et fier des sacrifices que ma famille a faits pour ce pays. »
Motilal Nehru, Jawaharlal et Indira Gandhi ont donné leur vie pour la nation. C'est vraiment le temps des imposteurs.